École, université, 42, bootcamp, auto-formation, nous avons parlé ici des nombreuses façons d'apprendre à coder. Ce métier formidable que nous aimons tous, qui nous permet de créer des choses immatérielles qui font rêver le commun des mortels. Pourtant, très vite, cela passe par un IDE, ces outils indispensables que nous aimons détester et que nous détestons aimer. Mais alors, une enfant de 7 ans doit-elle choisir entre Vim et VS Code ? Faut-il vraiment se brûler les yeux pour comprendre les principes de base de la programmation ? Et surtout, ne pourrait-on pas rendre notre métier un peu plus appréhendable pour notre entourage ? Pour répondre à ces questions en bloc, je ne reçois pas Tom van der Bruggen, mais il s'y connaît en planche. Marc, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Marc, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bien sûr, je vais faire une petite présentation, un rappel de mon parcours. Moi, je me définis pas forcément comme un développeur, mais je suis plutôt quelqu'un qui vient du milieu scientifique, de la programmation scientifique. Je suis ingénieur à la base, agro, et je suis passé par différentes étapes, on va dire, dans l'initiation à la programmation. Mon tout premier contact avec le langage informatique était à 9 ans quand on m'a offert un Amstrad 6128+, que vos auditeurs doivent probablement connaître. Et il y a un petit côté, on va dire, un petit clin d'œil assez amusant par rapport à ça, parce que voilà, aujourd'hui, je fabrique des briques d'instruction à base de bois, vous l'avez compris rapidement, et il y a 30 ans, donc quand j'avais 9 ans, le premier programme, ils étaient écrits encore à l'époque sur des bouquins en papier, donc du bois, et il fallait se coltiner les 500 lignes de code à taper à la main, à recopier à la main sur son clavier pour pouvoir avoir un jeu minimaliste ou quelque chose qui fonctionne. Donc, tu dois connaître ça, mais voilà, c'était pour le petit clin d'œil. 30 ans après, je reviens sur du bois. Mais donc toi, ce que tu racontes, c'est quand tu as commencé, tu commençais par écrire le code sur du papier que tu retapais après, ou tu parles des programmes qui étaient écrits sur des cartes réellement en papier, des cartes perforées, qui étaient du coup en général en papier un petit peu épais, mais qui étaient du coup vraiment du papier. Non, je parle des bouquins, le gros pavé de 500 pages, basique 1.1, oui. Où tu dois te taper les lignes à écrire et le run après. Voilà. Donc, les bouquins de code, ça se fait encore, mais c'est vrai que je pense pas que les jeunes générations en utilisent autant que ce que nous on a pu faire, quoi. Voilà. Donc, pour reprendre sur le fil, moi après pendant pas mal de temps, finalement, j'ai un peu lâché. J'ai plus entendu parler de code jusqu'à assez tardivement, plutôt mes études supérieures. Où là, étant en bio, les premiers codes qu'on a commencé à toucher, c'était plutôt du langage à vocation statistique, si tu veux, pour faire un programme, par exemple, qui va analyser un plan d'expérience. Donc, on va être sur du SAS, sur du R, et puis petit à petit sur du Python. J'ai été ensuite sur de la data science. J'ai été data scientist pendant plusieurs années, plutôt pour la R&D, l'industrie et l'environnement. Et ensuite, j'ai été un peu plus vers l'électronique. Donc là, j'ai touché des choses de maker, de l'Arduino, etc. Mais je suis pas du tout je connais plutôt les langages de haut niveau, on va dire. Voilà. Voilà. Et pour je sais pas si les utilisateurs connaissent le langage qui s'appelle R, qui est un langage, on va dire un petit peu de paresseux. Genre, je sais que j'exagère, mais c'est un langage qui est dédié à l'analyse de données. Et si tu veux, pour te donner un exemple, avec ce langage-là, tu peux écrire un truc assez aberrant, qui est par exemple, tu crées une liste, tu l'appelles ma liste, tu vas avoir 2 sous-éléments à l'intérieur, un qui s'appelle par exemple température, un autre qui s'appelle humidité. Température égale 10, et tu peux taper dans ta console ma liste $temp, tu mets même pas la fin du mot,
et il va quand même comprendre que probablement tu as voulu dire température et il va te le sortir. En effet, C'est assez aberrant. Bon, voilà. C'est un langage qui est plutôt facile d'accès, on va dire. Ouais. On me demande du coup dans le chat sur YouTube si c'est le R pour la stat. Ouais, c'est ça. C'est le R pour les stats avec RStudio derrière, etc. Voilà, qui est quand même assez bien fichu. Hein. Ok. Et alors du coup, c'est un langage qui est comme ça. Alors j'ai pas envie de dire minimaliste ou simpliste, mais qui a ce genre de raccourci possible parce que ça s'adresse à une population du coup plutôt de statisticiens plutôt que de devs. C'est ça un peu la logique derrière? On va fâcher personne aujourd'hui, hein. Mais voilà, c'est un langage où tu peux faire quelque chose de très séquentiel, mais voilà, tu peux aussi faire les choses proprement, bien sûr. Ouais. Okay. Alors du coup, on se voit aujourd'hui parce que tu as créé une initiative assez intéressante, donc un projet de code en bois. Donc tu vas effectivement nous parler un petit peu. Avant d'en arriver à ce projet en particulier, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi est-ce que tu as voulu créer ça? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer un outil pour apprendre le code aux plus jeunes enfants? Il y a à peu près un an, en fait, Bruno, moi je suis papa, donc j'ai plusieurs enfants et donc qui ont à peu près 8-10 ans. Il y a un an, ça se passait à la sortie de l'école et il y a la maîtresse d'école qui est venue me voir et qui m'a proposé un truc très sympa, c'est-à-dire d'intervenir en classe pour raconter mon métier. Donc je suis toujours donc chef de projet numérique et ingénieur, on va dire. Je fais un peu de développement et je me suis dit, la première réaction c'était non mais on va raconter du dev, raconter du code aux enfants, ça n'a pas vraiment de sens, ça va les ennuyer quoi. Donc j'ai failli laisser tomber l'affaire et en fait petit à petit j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait oui non mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas leur faire essayer de toucher du code? Parce qu'évidemment, on va aller pas acheter des ordinateurs. Hein. C'était en CE2. Donc CE2, 95% des écoles sont pas du tout équipées en outils numériques. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai du bois dans mon garage, j'ai une scie. Je connais un petit peu Scratch. Alors Scratch, je pense que pas mal de gens de tes auditeurs connaissent, mais en fait Scratch c'est un framework qui permet de manipuler des briques de code sur une interface, un petit peu une sorte de page blanche. On peut déplacer, étirer, etc., assembler avec une sorte de magnétisme. Donc je me suis inspiré de ça pour mettre ça dans le monde réel sur du bois. Donc c'est vraiment l'inverse du métaverse. Tu vois, si tu prends un truc qui existe que dans le cloud et tu le remets dans le monde physique. Voilà, donc j'ai proposé ça. En fait, ça a super bien marché. C'est-à-dire que ça a fait un carton. Voilà, j'ai amené les briques en classe, les enfants ont manipulé. J'avais imaginé quelques petits défis, si tu veux, avec des personnages que tu déplaces. Et en fait, ça a tellement bien marché que finalement, 3 mois plus tard, j'ai lancé ça sous la forme d'une vraie entreprise, donc qui s'appelle Code en Bois. Parce que finalement, le nom. Il n'y avait pas beaucoup de... Assez parlant. Assez parlant, c'est ça. C'est du code, c'est en bois. Et j'ai développé ça. Donc, j'ai développé l'offre, j'ai développé la pédagogie, puisqu'il y a effectivement une pédagogie. Et j'ai diffusé. Donc, ça se développe bien. Donc, à la base, c'est un concept qui est à destination des enfants qui n'ont pas forcément du tout de compétences en algorithmique. On part de zéro. Et petit à petit, on amène à comprendre ce que c'est qu'une instruction du code, un algorithme, boucle, répétition, condition, tout ça. Ouais. Du coup, tu disais que tu t'es fortement inspiré de Scratch, ce qui effectivement est un langage qui est facilement accessible, qui fonctionne aussi par ce système de blocs. Dans la connaissance que tu avais peut-être ou pas d'ailleurs de Scratch quand tu as eu besoin de te présenter ton métier aux enfants de la classe de tes enfants, est-ce que tu vois, pour toi, qu'est-ce que Scratch avait comme barrière qui empêchait les enfants de s'y intéresser pleinement et en quoi est-ce que la partie matérielle rend le projet plus adapté du coup pour des enfants? Bonne question. Peut-être je me dis, Bruno, à ce moment, s'il y a des gens qui nous voient, ça peut être bien de montrer en fait les petites briques parce que sinon on parle dans le vide. Donc, en gros, je montre un tableau. Voilà comment ça se passe en gros. Donc ça, c'est les briques. Bon, pardon, je suis pas à la météo, j'ai pas l'expérience. Tu
tu vois, des briques comme ça. Donc, celles-ci, elles sont aimantées, par exemple. Donc, elles peuvent être mises sur une table ou sur un tableau blanc. Et donc, voilà, par exemple, tu as un parcours avec un personnage, un trésor. Répète tant qu'il n'y a pas de trésor. Avance. À la fin, tu creuses. On peut amener de la condition, du structure conditionnelle, etc. Et il y a une résolution qui se fait au tableau. Donc, voilà, déjà, je pense que ça met déjà dans l'esprit des gens de quoi on parle. Alors pour les personnes qui vont suivre ce podcast à l'audio, qui sont peut-être en train de conduire ou dans le métro ou en train de faire leur sport, du coup tes petits blocs en bois ressemblent effectivement beaucoup aux blocs qu'on a visuellement dans Scratch. On a les mêmes systèmes d'encoche qui facilitent du coup aussi l'imbrication les uns avec les autres. Et donc, on a des blocs d'instructions avec du coup des conditions, des boucles, cet ensemble de choses. Et donc, de ce que j'ai vu sur ton tableau, de ce que je comprends, du coup, en fait, on crée un programme avec ces blocs qu'on assemble les uns avec les autres. Et après, on va faire les itérations soi-même et essayer de voir à chaque étape ce qui se passe dans le monde, même si on est déjà dans le monde physique, mais ce qui se passe dans l'action de ton petit objet que tu veux déplacer sur ta grille, c'est ça ? Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est alors je vais répondre aussi sur la partie interaction, sur la partie, on va dire, en fait, il y a un esprit un peu Montessori derrière. Si tu veux, quand je fais un atelier, l'enfant ou le binôme d'enfant, il est à la fois donc développeur et il est à la fois interpréteur et compilateur. Puisque alternativement, il va écrire le programme et il va envoyer l'un des deux au tableau pour exécuter les instructions séquentiellement et ça donne des choses du style est-ce que il y a un ennemi devant toi? Oui ou non, vrai ou faux? Ok, vrai. Donc à ce moment-là, tu tires et l'élève qui est au tableau, il va dire mais mince, alors à ce moment-là, j'ai plus de flèches. Un petit peu, tu vois, comme s'il allait vérifier le registre du nombre de flèches qui lui reste. Et il dit zut, alors ça marche pas, etc. Voilà, c'est la partie debug. Donc on n'est pas du tout sur un système d'IDE avec un peu une boîte noire et une console qui va te renvoyer du style erreur, variable reference before assignment ou je sais pas quoi. Donc des choses assez cryptiques. C'est extrêmement intuitif, ce qui fait qu'en fait on débug très facilement, très intuitivement, et c'est la partie la plus fun en fait de l'activité, c'est d'aller débugger son programme au tableau. Ouais. Donc l'esprit Montessori qui est derrière, c'est, si tu veux, on s'appuie sur les sens, le plus de sens possible, parce que quand tu es devant un ordi avec une souris et un écran, tu as cette médiation de l'outil qui fait que tu vas pas du tout avoir le même comportement. Donc tu utilises uniquement ta vue. Alors le clic, j'appellerais même pas ça un sens, quoi. Enfin, c'est principalement la vue en fait. Alors que moi, j'utilise donc le toucher, j'utilise la parole, j'utilise le mouvement. Voilà, donc j'utilise la vue bien sûr, et donc je mets en œuvre aussi beaucoup d'interactions entre dans des binômes au tableau, etc. avec le formateur. Donc voilà, on apporte toutes ces dimensions-là en plus qui font que ça va plaire, ça va moins exclure. J'ai quelques petites notes si ça intéresse sur les histoires d'exclusion, effectivement des chiffres aussi à apporter aux auditeurs qui peuvent être intéressantes. Et en fait, je ne vois pas, quand j'ai un atelier d'enfants ou même d'adultes finalement, je ne vois pas de différence d'appétence entre un public qui soit garçon, fille, jeune, vieux, etc. Voilà. Donc, on a tous un cerveau qui est capable de comprendre ce qu'est l'algorithme, qui est capable d'aimer ça. Et si tu veux, je vais te faire même une métaphore un peu amusante. Quand tu as des gamins et que tu essayes de leur faire bouffer des légumes, ok, eh ben, ils veulent pas. Les légumes, tu es obligé de leur mettre du ketchup pour leur faire aimer les légumes. Ma comparaison, en fait, les légumes, c'est l'algorithmique et le ketchup, c'est l'ordinateur. Je sais pas si tu vois. Ouais. Les végétariens, ils vont dire, bah si, les légumes, c'est délicieux, il suffit de bien savoir les préparer, tu n'as pas besoin de ketchup, tu les manges tout seul, il faut savoir les apprécier. Mais en fait, c'est pareil. Il n'y a pas de raison, finalement, que l'algorithmique, ce soit un domaine d'expertise qui n'arrive pas à se suffire à lui tout seul pour qu'on soit obligé de lui ajouter cette béquille, finalement, ce côté un peu fun qui est l'ordinateur pour que ça plaise aux enfants. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ah, j'aime bien l'analogie, en fait. J'avoue, au début, je voyais pas où est-ce que tu allais aller, mais j'aime bien cette idée de faire vivre l'algorithmie en dehors de l'informatique, en fait, en dehors de cette technique pure. Donc, c'est une approche de la logique en tant que telle, au sens pas du coup mathématique, parce que t'es pas en train de faire des maths, mais c'est quand même une appréciation de ce qu'est la logique de manière plus concrète, quoi.
Ouais, c'est ça. La logique, donc la logique, l'algorithmique est quelque chose qu'on est tous capables de mettre en œuvre. Par contre, il faut savoir que le cerveau humain, avec notre langage naturel, il n'est pas tout à fait adapté comme ça nativement à raisonner comme une machine. Et il y a un apprentissage à faire. Et en fait, on va avoir des choses amusantes. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est comme un vrai développeur. C'est-à-dire quand tu n'as pas une expérience énorme, bah, tu fais des codes qui vont jamais marcher du premier coup. Et tu es tout fier au début, tu dis mais ça c'est hyper simple, attends, il suffit de faire ça, il suffit de faire ça. Bon, bah, en fait non, ça plante parce que tu n'avais pas pensé à des trucs. Et pour te donner un exemple assez parlant, il y a un exemple que j'aime bien faire en fait, et je plante toujours les gens avec cet exemple-là. C'est l'exemple du pilotage d'une voiture autonome. Je vais essayer d'expliquer ça pour que par oral ça soit compréhensible. Imagine que tu es développeur, d'accord, de firmware, et là on te demande de coder en fait la fonction qui va permettre à la voiture autonome qui est sur une file d'autoroute par exemple de changer de file. Donc elle est sur la file de droite, tu veux la passer sur la file de gauche. Donc tu dois piloter l'arbre de direction, hein, le volant, pour lui faire ce swap de file. Après, bon, la cause du truc, on s'en fout. Et en fait, les gens vont dire, bah, ok, c'est hyper con comme truc, tu tournes le volant, tu le remets, et puis voilà, tu as changé de fil. Alors, est-ce que ça marche, ça? Tu tournes le volant à gauche, les gens vont te dire, tu tournes le volant, ok, bah, instruction, je tourne le volant à gauche de 15 degrés, j'attends une seconde, je le ramène, paf, voilà, j'ai changé de fil. Alors, qui pense que ça marche? Bah, je pense que tous les développeurs de l'audience savent qu'il y a beaucoup de use cases où ça suffit pas, il y a beaucoup de choses à définir en plus. Mais oui. Voilà, bah, le truc tout con, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, je termine là-dessus. En gros, tu tournes ton volant de 15 degrés, tu le remets, qu'est-ce qui se passe? Ta voiture, elle a juste changé de trajectoire, elle a pris un angle de 15 degrés et elle continue droit vers le mur, en fait. Elle s'est pas du tout remise dans la trajectoire initiale qui était tout droit. Donc en fait, il faut redonner un coup de volant dans l'autre sens, vers la droite, et ensuite le ramener une deuxième fois au centre. Et ça, le cerveau, il l'imagine pas du tout. Du coup, ce n'est qu'en débuguant le truc, qu'en le réalisant. Alors heureusement, on ne le débug pas avec des vraies bagnoles, sinon ça serait l'hécatombe. Mais c'est pour dire que y a cet exercice, cette habitude à apprendre de faire la logique, la rigueur, et aussi le fait de débugger. Et c'est pour ça que moi, quand je débug au tableau avec les enfants, bah, on s'amuse beaucoup parce que 3 coups sur 4, ça marche pas et ils voient leur bug. Alors justement, sur cette notion de debug, à force de faire ce podcast, j'ai vu passer beaucoup de technos différentes avec tous les invités que j'ai pu avoir. De ce que je perçois, une différence notable de qualité, en tout cas, entre des langages type PHP, JavaScript, qui sont des langages interprétés, et des langages compilés. C'est justement l'utilisation du compilateur qui t'aide beaucoup dans la programmation et qui t'aide du coup à trouver les problèmes qui peuvent survenir ou ce genre de choses. J'ai bien compris qu'il y a certains langages qui ont des compilateurs qui sont plus clairs que d'autres. Tu évoquais tout à l'heure que comme toi tu le fais de manière humaine, c'est un peu plus clair que quand on te dise effectivement undefined variable ou des notions de scope, de machin, des messages qui peuvent être un petit peu cryptiques. Et du coup, ma question c'est, est-ce que c'est pas justement déceptif pour les enfants de commencer leur expérimentation avec le code avec un compilateur aussi agréable que toi et de se retrouver derrière après avec une machine qui va être moins avenante, on va dire. C'est pas faux, mais je pense qu'il vaut mieux le faire dans ce sens-là que dans l'autre sens. Mon expérience, c'est des formateurs en informatique avec qui je discute de temps en temps et qui me disent mais je perds la moitié des gens quand je les mets direct devant un IDE. Donc on peut pas faire ça. C'est pour ça que c'est super bien d'attaquer avec quelque chose qui soit friendly, qui soit fun, ludique et où justement il n'y a pas trop de frustration. Ouais, je vois. Donc parce que l'erreur, si tu veux, au début les gens une personne, elle comprend pas ce que c'est que pourquoi il y a une erreur, pourquoi les codes s'arrêtent. Parce que toi, moi, tu vois, mes défis, si tu veux, c'est des labyrinthes. Par exemple, tu as des tournants où tu as des flèches à tirer. Si tu n'as plus de flèches ou si tu as un mur devant toi et que tu demandes d'avancer ou de tirer, à la limite, c'est pas grave, quoi. Le type, c'est pas grave, il y a un mur, je vais tourner. Le cerveau humain, en fait, il a il a codé en dur à l'intérieur une sorte de mécanisme de try except qui fait que t'es jamais en erreur, quoi. Tu as toujours une autre option, tu dis je vais revenir, etc. Et finalement,
la machine, elle est beaucoup plus, on va dire, prudente, c'est-à-dire qu'elle a ce mécanisme qui fait que quand il y a un truc qu'elle ne peut pas faire ou qui risque de la mettre en danger, bah, elle se met en sécurité, elle dit non, bah, je renvoie une erreur, etc., je ne sais pas faire et je refuse de continuer. Donc, tu dois résoudre ton truc avant. Et ça, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne, nous, les êtres humains. Donc, je l'explique ça pendant la formation. Ouais. Est-ce que justement, tu vois, moi, il y a une BD que j'évoque souvent ici, enfin une BD, un auteur de BD que j'évoque souvent ici, c'est la BD XKCD par Randall Munroe, pardon. Il a une petite BD qui est, je trouve, très juste, c'est sur le fait que le commun des mortels, enfin les gens en tout cas qui ne sont pas devs, ont du mal à percevoir ce qu'est la complexité et à quel point la complexité peut exploser d'un coup dans un projet. Et c'est vrai que si on tire un peu le propos, pour certaines personnes, un téléphone, un smartphone, un ordinateur, c'est presque de la magie en fait, tellement il y a une incompréhension de toute la technicité que ça peut nécessiter pour réussir à créer un tel appareil, et qu'en fait c'est un niveau d'ingénierie et de conception qui est absolument godin. Mais tu vois, pour eux c'est tellement incompréhensible, tellement loin, que c'est presque de la magie. Est-ce que du coup avec ce projet comme ça, il y a aussi une volonté, ou est-ce que c'est peut-être même appliqué directement, d'aider les gens à comprendre un petit peu plus ce qu'est la logarithmie, et ce qu'est la logique, ce qu'est la programmation, et du coup appréhender cette complexité en disant, bah, tu vois, là, juste pour le faire avancer d'un point A à un point B qui est un petit peu à côté avec un obstacle, on y a passé 2 heures, alors imagine ce que c'est pour faire un smartphone. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, toute la cinématographie hollywoodienne, etc., tu vois les trucs genre Iron Man, tu as une vision totalement finalement fausse du métier, du développement, de l'embarquer ou des choses comme ça, de la conception, parce que tu as un gars, en 2 heures, il te construit un robot fonctionnel qui va détruire l'humanité. Alors qu'en fait, il faudrait, si tu chiffres, je sais pas s'il y a des gens qui sont amusés à chiffrer en fait le temps de développement, les millions d'heures nécessaires qu'il faudrait pour faire un Iron Man fonctionnel. Donc en fait, il y a ces stéréotypes, ces fausses idées qui sont mises. Moi, avec mon code, je le touche un petit peu, cette notion-là, mais je l'explique aussi oralement. C'est-à-dire que quand je leur dis, par exemple, bah, voilà, vous avez un thermostat tout bête d'une chaudière de chez toi, il y a 3 lignes de code pour l'algorithme, pour dire si c'est supérieur à 21 degrés, ou si c'est inférieur à 21 degrés, par exemple, allume le brûleur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est les 3 lignes qui contiennent le mini-algorithme, vraiment le cœur. Et après, tu as 95% de code en plus qui est nécessaire pour gérer la nature des inputs, les cas particuliers, les exceptions, le mode défaut, les éventuelles librairies, ce qu'il faut du Fahrenheit, convertir Fahrenheit, Celsius, etc. Et donc finalement, l'algorithmique n'est qu'une toute petite partie dans une construction, une architecture vraiment beaucoup plus importante qu'il faut mettre en œuvre. Et ça, tu as raison, c'est pas évident à comprendre au début. Et dans l'exemple effectivement que tu donnes sur le brûleur, on peut reprendre aussi l'analogie que tu avais tout à l'heure avec la voiture autonome. C'est que une fois que tu as fait allumer le brûleur, en fait, faut créer la fonction qui dit ça veut dire quoi allumer le brûleur en termes d'action mécanique, tous les trucs que tu veux enchaîner. En fait, et à un moment, il faut l'éteindre, le brûleur, parce que sinon ton chauffage il s'arrête jamais. Enfin, tu vois, tu as effectivement toute une mécanique à mettre derrière qui est assez complexe. Et le design pattern, etc. Voilà, donc ouais. Est-ce que il y a un truc que je trouve intéressant en fait, c'est que on a commencé la programmation. Alors c'était avant toi et moi. La programmation a commencé avec des gens qui codaient les portes logiques sur des processeurs directement. Après on a eu l'assembleur. Après on a eu le langage C qui a pris de l'ampleur. Après on a commencé à monter tu vois, on le disait tout à l'heure, comme moi, toi tu es plutôt adepte de langage un peu haut niveau. Tu as des abstractions, comme ça, tu as des couches d'abstraction qui se rajoutent au fur et à mesure. Et ce que je trouve marrant dans ton projet, en fait, c'est que d'une certaine façon, tu ajoutes une couche d'abstraction de toute cette logique-là. Et en même temps, tu reviens à quelque chose de très concret. Tu as une espèce d'ambivalence entre de l'abstraction et de la concrétisation du langage. Oui, c'est vrai. Effectivement, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a fait du langage plutôt de haut niveau, et même un tout petit peu de no code. Mais le code en bois, c'est vrai que
ça serait dur à placer en fait comme langage sur une échelle de code, on va dire verticale entre haut niveau, bas niveau. C'est pas évident. Ouais. Ouais. Alors du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu avais quelques exemples, quelques cas concrets ou même quelques chiffres sur des facteurs d'exclusion qu'il y aurait sur l'apprentissage du code, que du coup, toi, tu arrives à effacer avec cette approche code en bois. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu de justement ce que ça apporte d'avoir ce côté très concret et pas du tout technique de la programmation pour les enfants? Alors, il y a deux thématiques que je pourrais aborder pour répondre à ta question. Il y a la thématique, d'une part, on va dire de l'inclusion, c'est-à-dire que tout le monde, des stéréotypes, garçon-fille, qu'est-ce que c'est le stéréotype du codeur, etc. Et il y a aussi la problématique de l'écran. Qui est assez délicate aussi. Donc, ces deux choses, on les adresse. Je peux effectivement, j'avais noté, en même temps, je consulte des notes, si ça t'embête pas, parce que j'avais noté des chiffres. Ouais. Donc, par rapport à l'inclusion, en gros, l'accès au métier du numérique, au métier du code, parce que moi, c'est un discours que j'ai. Les chiffres, c'est en fait dans le développement, tu as à peu près 17% de femmes en 2020, selon ces rapports européens DESI. Tu as 10% de femmes à peu près en cybersécurité seulement. Tu as un tiers des filles qui sont encouragées par leurs parents à s'orienter vers les métiers du numérique contre 60% des garçons. Et dernier chiffre, 30% seulement de filles dans les prépas scientifiques. Et en fait, les filles, elles s'autocensurent. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas réussir et donc elles n'y vont pas. Moi, j'ai pas fait de statistiques quand je reçois des enfants, évidemment. Par contre, j'en ai reçu quasiment, j'ai formé quasiment 150 enfants au moins depuis un an. Là, et je ne vois absolument aucune différence en termes d'appétence, de compréhension, d'approche et d'envie entre les filles et les garçons. C'est une super bonne nouvelle, je trouve. Ouais. Y a même des jeunes filles, ces filles ados qui viennent, à qui on a déjà infligé, entre guillemets, du scratch, de l'ordi, de la programmation, qui me disent, ah, mais si vous avait montré ça comme ça, j'aurais pas été allergique, ou alors, ah, bah d'accord, c'est ça du code, je pensais pas que c'était comme ça. Voilà. Donc, il y a des stéréotypes, il y a des idées lesquelles il faut lutter. Et voilà, et c'est en plus l'âge auquel je m'adresse, donc 8-11 ans, 8-12 ans, c'est vraiment un âge charnière où à partir en gros de 10 ans, je crois, justement les stéréotypes s'installent, alors qu'avant l'enfant est plutôt, on va dire, indépendant, il fait il se juge pas par rapport au groupe, par rapport aux stéréotypes, mais à partir de cet âge-là, il y a un peu une charnière qui fait que ils vont commencer à réfléchir en termes de stéréotypes, d'effets de groupe et tout. J'ai déjà fait quelques épisodes effectivement sur l'apprentissage aux jeunes enfants, et on m'avait évoqué ça en fait, surtout qu'il y a un facteur sociétal, comme on dit en fait, qui fait que avec l'âge qui avance, de plus en plus de filles se désintéressent de ces sujets-là, parce que il y a quand même aussi, alors tu vois, c'était les chiffres que tu donnais, moi je trouve ça assez hallucinant de se dire qu'on incite quasiment 2 fois plus les garçons à suivre des carrières dans la tech versus les filles, et qu'en fait ça faisait que dans les classes de bas âge, il y avait une mixité qui était vraiment représentative, soit sociale ou de genre, et que à l'inverse, plus tu arrivais vers les ados, lycée et au-dessus, plus tu avais une espèce de déséquilibre qui s'installait dans les classes. Et toi, du coup, tu vois qu'avec cet aspect très pragmatique de l'approche, ça reste à peu près équilibré au fil du temps. Ouais, moi je vois pas de gros. Alors j'ai pas l'historique et la profondeur temporelle pour suivre des choses. Voilà, c'est des impressions, c'est du feeling. Mais voilà, je sais que. Et d'ailleurs, moi, si tu veux, moi je dis que je fais de l'algorithmique. Il y a aussi une petite remarque que j'ai comme ça, c'est le fait de dire que tu fais du code. Tu vois, rien que le mot code. Si tu réfléchis, le mot code, c'est un mot qui va appeler un imaginaire. L'imaginaire de quelque chose qui est caché, qui est cryptique, qui est un petit peu pour, on va dire, pour un petit nombre, parce qu'on le voit pas, tu vois. Il y a le côté caché, il y a le côté, on va dire, il faut connaître pour comprendre. Et finalement, moi, le code, je le montre
je l'expose, si tu veux. Donc, c'est pas un truc sur un écran noir écrit en tout petit, en police 8, etc., qu'on va pusher sur un repo et qu'ensuite, voilà, ça va vivre et on le verra plus. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens, quand ils appuient sur F12 dans leur navigateur, tu vois, t'as l'impression, voilà, c'est Donc, moi, je le monte, le code, c'est beau. J'en fais pas une œuvre d'art, mais si tu veux, tu vois, il y a ses couleurs, ça fait un petit peu comme une sorte de sculpture. À la fin de l'atelier, ça me fait mal presque de casser leurs petits algorithmes pour ranger mes trucs. Donc, voilà, j'aime bien dire ce côté-là. On monte le code, le code en soi, c'est agréable, c'est beau et c'est quelque chose que tout le monde peut apprécier. Alors, du coup, aussi, à quel point est-ce que l'adhésion à ce projet sur les groupes que tu peux avoir est liée à toi? Ma question, c'est est-ce que si du coup demain quelqu'un du coup commande cet objet-là sur ton site, à quel point est-ce que toi tu donnes des outils, des guides, des conseils sur comment l'utiliser avec ses enfants? Tu vois, à quel point tu les accompagnes? Parce que du coup, j'imagine qu'il y a quand même aussi une notion de je peux pas juste lui laisser entre les mains et lui dire bah voilà, maintenant apprends à coder. Il y a un apprentissage à apporter quand même sur la chose. Ouais, là, tout à fait. Et là tu fais écho un petit peu au modèle de développement de l'outil, au modèle de prise en main. Donc, il y a du matériel donc, qui est pour le coup sous forme de vidéo et de MOOC qui est accessible et qui permet aux personnes soit de bien comprendre comment ça marche, soit même de devenir formateur et animateur. Donc, pour te donner un petit exemple, une personne, si je m'adresse à des enseignants ou des personnes, même en entreprise, qui ont envie de devenir animateur d'ateliers de code en bois sur cet outil-là, pour peu qu'ils aient un petit peu programmé, qu'ils aient un peu fait de scratch, etc., en même pas une demi-heure, 15-30 minutes, ils ont compris le truc, ils lisent, il y a une petite notice, etc., et c'est immédiat. Par contre, sur quelqu'un qui ne connaît pas du tout, il va falloir entre 2 heures et peut-être 2 heures de MOOC ou une demi-journée de formation en visio, peu importe, ou s'entraîner pour bien comprendre comment ça marche, parce que en fait c'est pas si évident, tu vois, hein. Une structure conditionnelle si, il faut savoir que si tu exécutes si tu as la première condition vraie, tu exécutes la première action, mais du coup ensuite tu vas pas regarder la deuxième condition, par exemple. Bon voilà, tu vois, il faut connaître, quoi, il faut savoir. Donc effectivement au final, du coup, c'est un cadeau qui ne peut être offert que par un ou une dev à son entourage. C'est pas accessible du coup aujourd'hui à monsieur ou madame tout le monde, on va dire. Oui, alors si je vais quand même te dire que si c'est accessible à tout le monde, parce que si les gens suivent le truc et regardent le MOOC, tout le monde va comprendre. Moi, je te donne un exemple. Dans mes ateliers, un jour il y a une grand-mère qui arrivait, c'était en médiathèque, elle avait 78 ans. Et elle s'est dit, qu'est-ce que c'est? Bonjour, c'est quoi votre truc? C'est de la programmation, madame. Ok, asseyez-vous, on va vous expliquer. Et il y a ma fille de 8 ans qui était là, qui a été formatrice, donc avec 70 ans d'écart, la grand-mère de 70 ans, et elle a fait la moitié des défis. Tu vois, j'ai 20 défis dans le premier kit. Elle en a fait, je crois, 12 sur les 20. Ok. Non. Donc effectivement, ça c'est top que ce soit du coup, ça aide encore plus à la diffusion. Du coup, le fait que ce soit comme ça accessible à tous, ça c'est effectivement top. Alors, tu touches un point un point intéressant, c'est que du coup, effectivement, c'est pas que pour les enfants. Au final, c'est que toute personne, c'est un moyen aussi d'approcher cette complexité, cette logique, ce métier-là. Au final, pour effectivement tous les âges, c'est pas uniquement pour les enfants, où il y a quand même une prédisposition, on va dire. Sur un usage pour les enfants. C'est pour tout le monde. Il y a peut-être un âge où finalement les enfants vont moins, les ados, c'est pour les ados où finalement ils vont moins s'y intéresser parce que ils ont déjà fait de la prog et tout, donc ça les intéresse pas de revenir sur ces bases-là. Mais j'interviens beaucoup en fait en entreprise, par exemple, et enfin voilà, j'ai eu plusieurs interventions. Et là, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on va apporter un petit peu de valeur, tu vois, on va faire un petit topo sur qu'est-ce que c'est le code, on va montrer des objets. Par exemple, j'arrive avec toute une sorte de sac avec plein d'objets dedans du quotidien. Je leur dis, est-ce que dans quel objet il y a du code et dans quel objet il n'y a pas de code? Et au bout d'un moment, ils comprennent qu'en fait, il y a énormément de code dans tout ce qui les entoure. Et quand il n'y a pas de code dans l'objet, au moins, l'objet, il a forcément été fabriqué à un moment donné avec du code, avec un ordi, avec ce que tu veux. Les adultes, donc, le but, c'est par exemple, quand tu es en entreprise, c'est tu vois qu'il y a vraiment un peu une sorte de plafond,
comment dire, de mur entre le monde du dev et le monde du pas dev. Les gens se parlent pas forcément, ils se comprennent pas, ils disent mais attends, mais en plus ces devs ils sont relous, on leur demande de faire un truc, c'est 2 minutes et ils prennent 3 jours, alors qu'ils comprennent pas la complexité. Donc c'est super bien de mettre ces gens ensemble et de leur faire parler le même langage. Non. Alors du coup, est-ce que donc ce projet tu l'as lancé il y a combien de temps déjà? L'idée c'est il y a pile 1 an. Ok. Et voilà. Donc et après la structure elle a 7 mois, 7-8 mois. Ok. Est-ce que j'imagine qu'il y a déjà eu des évolutions, la manière que sur tout langage, il y a des nouvelles features qui arrivent, on est déjà au Swift 4 je crois, ou Swift 5. Est-ce que toi tu es déjà sur une V2, une V1.1? Est-ce que tu as déjà des projets, tu as déjà des pull requests qui ont été faites, je sais pas, sur tout ça? Est-ce que tu as là des évolutions en cours? Donc effectivement, j'ai une première version qui est très bien, qui est propre. Et après, je suis en train de travailler sur alors j'ai une extension des défis. Et ensuite, j'ai un kit, on va dire, avancé sur lequel je suis en train de développer avec un prof de physique. Et donc, pour te montrer un exemple, j'ai amené une petite brique. Paf. Donc tu vois, tu vas avoir des briques comme ça qui vont faire de la... Tu me parlais de Turing Complete. Aujourd'hui, je suis pas Turing Complete parce que j'ai pas la notion de variable, d'écriture de variable, de lecture de variable, mais on va bientôt pouvoir le faire. Par exemple, la variable nombre de coups vaut... voilà. D'accord. Donc, je conçois des encoches différentes. Il y a l'ergonomie, il y a un peu de conception. Il y a est-ce qu'on fait du magnétique, est-ce qu'on fait de la craie. Donc voilà, il y a tous ces développements qui sont en cours et on devrait sortir ça printemps prochain. Voilà. Canon. Alors du coup, pour ceux qui n'ont pas l'image, qui nous suivent en podcast, du coup, Marc a montré effectivement une brique en plus qui est du coup en tableau noir, en ardoise. Ouais, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et du coup, on peut écrire à la craie. Donc du coup, on peut ajouter une déclaration de variable pour après voir la valeur qui s'incrémente et qui change. Alors du coup, on se voit là. Donc on enregistre ça. On est le 30 novembre. Je vais faire le maximum pour que ton épisode soit diffusé la semaine prochaine. Est-ce qu'en termes de délai de livraison, de commande, est-ce que tu crois que les gens qui commanderaient assez rapidement pourraient réussir à avoir l'objet sous le sapin? Ah oui. Alors j'ai un petit peu de stock. J'ai pas un très gros stock, mais j'ai un petit peu de stock. Je commercialise via VitaScience, qui est un distributeur de matériel pour les écoles, ou via Etsy tout simplement. Si ça intéresse les gens, ils peuvent utiliser. J'ai même fait un petit code. Je t'ai même fait un petit code promo IFTTDev en majuscule. Voilà. Alors attends, du coup je mets le lien dans le chat. Hop et pardon, ça m'a pas copié la bonne chose, c'est pas grave. Et tu m'as dit le code promo, donc c'est IFTTD. IFTTDev. IFTTDEV. Top. Et ben super. Merci beaucoup pour ce code promo. Je vous invite bien évidemment tous à l'utiliser, que vous ayez des enfants ou pas, parce que du coup, comme vous l'avez entendu, ça ne s'adresse pas que aux enfants. Hop, voilà. Je mets le lien dans le chat. Je le mettrai bien évidemment en description de l'épisode avec le code promo que vous pouvez retrouver du coup aussi en description de cet épisode pour pouvoir le mettre sous le sapin, que ce soit peut-être de vos enfants ou peut-être de votre entourage. Si dans votre vie, vous partagez votre vie avec quelqu'un qui ne comprend rien à ce que vous faites, c'est peut-être le moment et le moyen de partager ça avec la personne qui partage votre vie. Pour terminer du coup sur cette notion d'apprentissage, est-ce que pour toi la philosophie, enfin l'ambition, on va dire, avec ce projet de Code en bois, c'est de pouvoir donner une clé de compréhension à l'ensemble des gens de ce monde, comme tu disais tout à l'heure, qui est quand même hyper technique, ou est-ce que pour toi, il y a aussi une volonté de créer peut-être des ambitions, des passions, et du coup d'ouvrir à ce qu'il y ait plus de gens d'horizons différents qui se tournent vers ce métier formidable de développeur? Oui, c'est effectivement une des ambitions. Donc, mon ambition, c'est de promouvoir
j'en ai plusieurs. Promouvoir la programmation vraiment déconnectée, parce que aujourd'hui, quand on parle de déconnecté ou de sans écran, parfois, c'est des trucs où la plupart du temps, c'est des trucs où il y a quand même de l'électronique dedans. Donc, c'est pas forcément totalement déconnecté, si tu vois ce que je veux dire. Et ça n'a pas un impact non plus c'est un impact environnemental du coup significatif, parce que l'électronique, l'autre podcast expliquait que finalement, c'est les devices qui ont le plus fort impact environnemental. Donc, moi, je veux donc, démocratiser la programmation. Et je veux faire comprendre qu'il y a ce découplage entre programmation algorithmique et l'écran, la machine. Je vais citer, je sais pas s'il reste quelques 2-3 minutes. Vas-y, on a tout le temps, il n'y a pas de limite sur le podcast. Parce qu'en fait, ça me fait penser, je voulais dire un petit mot sur cette histoire d'écran. Parce que voilà, les écrans, finalement, les enfants, ils attaquent de plus en plus tôt. Et c'est pas forcément bénéfique. Si tu veux, pour te donner un chiffre, c'est le Conseil supérieur des programmes qui a sorti ces chiffres-là. Ils ont évalué que donc sur une année scolaire, par exemple en maternelle, tu as à peu près 850 heures d'école en maternelle. Et un enfant de maternelle, sur la même année, il va être 1000 heures devant un écran. Mais non. En moyenne. 1000 heures. Plus de temps devant un écran qu'à l'école. C'est dingue. Et donc là, c'est à peu près du 1 pour 1. Mais attention, ça se creuse encore quand tu vas sur le collège et le lycée. Ouais, j'imagine. Au lycée, c'est 2400 heures devant un écran pour 1000 heures à l'école. Donc, c'est hallucinant ce ratio. Et finalement, donc, on a envie de dire, c'est pas la peine de mettre trop tôt des tas d'écrans à l'école, parce qu'ils en ont tellement, déjà. Finalement, on a intérêt à avoir des dispositifs sans écran pour leur montrer que, voilà, il n'y a pas que ça. Et il y a un petit truc qui s'est passé, je ne sais pas si les gens de votre communauté ont vu récemment. Il y a eu un député qui a un petit peu gueulé à l'Assemblée nationale en disant, les gars, dans les écoles, il n'y a que Google et Microsoft, c'est pas normal, il n'y a pas eu d'appel d'offres, il y a le Privacy Shield qui a sauté, etc. Comment ça se fait? Et c'est un peu pris de court le ministre de l'Éducation nationale qui a un petit peu du coup en panique réagi et fait une note en disant ok, non mais stop, la cible, on arrête Microsoft et Google dans les écoles pour les profs et les étudiants. Donc c'est bien. Et il y a eu beaucoup de critiques sur LinkedIn, même de ça. Il y a plein de gens qui ont dit ouais, alors c'est pas normal, on emmerde les profs avec des tas d'outils qui seront pas aussi bien foutus que Google et Microsoft. Ça va, les pauvres enfants du primaire avec leurs écrans, ils vont galérer. Et puis après, t'as envie de dire, non mais attends, mais ok, mais à la base, l'écran au primaire, c'est pas top, quoi. Je vais te citer le commentaire d'une personne que j'ai trouvé vraiment sympa. Je sais pas s'il est connu, c'est un certain Guillaume Barraud. Et il a répondu en gros, voilà, je suis ingénieur en informatique et je bosse sur ordinateur tous les jours. Et je soutiens que le numérique n'a rien à faire à l'école, au collège et voire même au lycée. Apprendre à coder, faire du réseau, du système demande des compétences de base en linguistique, mathématiques, physique, chimie même. C'est apprendre à penser, apprendre la logique. Ça se fait sur du papier avec un crayon. Et s'il reste un peu de temps, vous leur apprenez à parler anglais. Le reste, on s'en occupera. Et de toute façon, la techno, ça change tous les jours. Donc moi, j'applaudis, quoi. J'adore. C'est un peu ma vision. Alors après, il y a un côté un peu vieux con, peut-être, mais voilà, c'est un peu aussi ma vision des choses. Ouais, je suis d'accord, moi, sur plusieurs aspects. Déjà qu'effectivement, on n'a pas besoin forcément d'apprendre à coder uniquement sur ordinateur. Il y a aussi une phase de conception et de réflexion qu'il faut savoir faire en dehors d'un IDE. Alors après ça, qu'il y a des gens qui ont peut-être d'habitude à le faire quand même sur une tablette. Ouais. T'as des gens qui préfèrent le papier. Enfin ça, c'est chacun. Mais moi, je suis d'accord qu'il faut effectivement sortir de l'IDE. Je rejoins aussi un commentaire de Cédric dans le chat qui évoque que c'est pas tant la surprésence des écrans pour les enfants, c'est surtout le manque d'interaction, alors qu'ils sont souvent corrélés entre un usage excessif d'écran et autres. Mais je pense qu'avec un bon accompagnement, tu peux quand même réussir à faire en sorte qu'un enfant apprenne à utiliser les écrans à bon escient et soit un peu plus dans l'échange. C'est vrai. Voilà, effectivement, comme le rajoute Cédric, il ne faut pas confondre l'usage et l'outil. De la manière qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais artisans. Enfin, tu vois, il y a aussi la façon dont tu utilises. Alors après, j'essaie d'être le plus large parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et donc je voudrais pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais non, oui, mais non, mais non. Alors je sais qu'il y a aussi des contraintes sur la lumière bleue qui est émise par les écrans. J'ai lu par exemple il y a pas très longtemps qu'il y a une épidémie de myopie dans le monde
depuis plusieurs années et que c'est directement lié en fait à une augmentation de la lumière bleue qu'on se prend dans les yeux. Et il y a un moyen très simple de le corriger, en fait, c'est de passer plus de temps dehors. Et du coup, par exemple, il y a 2 ans maintenant, je crois, il y a 4 ans, ça a été un petit peu perturbé avec l'épisode du Covid, mais en Chine, ils imposent à tous les enfants de passer au moins 1 heure par jour dehors. C'est tout con, mais mine de rien, tu passes plus de temps dehors. Et du coup, je crois qu'ils ont 1 heure de cours faite par jour dehors pour obliger du coup à avoir plus de la lumière du jour qui est plus sain et qui te permet d'éviter de développer cette myopie. Et des interactions, quoi. Dehors, tu as des interactions. Et des interactions sociales aussi, bien évidemment. Dans ce que tu disais, alors oui, sur après l'éducation nationale, les outils GAFA versus ce qui se dit sur LinkedIn, je pense que c'est un éternel débat et on n'y répondra malheureusement jamais, parce que c'est vrai que l'éducation nationale n'aura jamais les mêmes moyens qu'un Google pour faire une suite de Office aussi performante. Mais est-ce que donner Google dans les mains de tout le monde, c'est bien? Ça, je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on pourra le résoudre. En tout cas, je trouve que cette initiative que tu portes, elle est effectivement canon. Moi, j'aime beaucoup cette idée de diffuser notre métier à plus de monde, de le faire en dehors des écrans. Je trouve que c'est une super idée, c'est une super approche et que ça permet effectivement d'intéresser plus de gens, que ce soit des enfants d'environnement et d'origine plus diverses, mais aussi des adultes et des personnes âgées qui effectivement vont pouvoir du coup s'y mettre plus facilement s'ils ont été coupés de tout ça pendant longtemps. Donc je trouve que c'est vraiment un super projet. Aujourd'hui, pour toi, ça reste un side project. Tu ne fais que du coup, tu commercialises ce produit-là et tu fais quelques animations ici ou là, ou tu as vraiment des journées entières que tu passes, je sais pas, en entreprise ou ce genre de choses pour aller diffuser aussi cette connaissance? C'est un projet sur lequel je travaille à temps partiel, puisque j'ai aussi une activité à côté. Mais bon, on est deux associés, avec Clément, qui n'est pas là, mais il écoute peut-être. Et alors l'ambition, elle est énorme, c'est sûr, c'est d'arriver à mettre un kit comme ça dans chaque classe en France. Donc il y a une très grosse ambition, mais il y a toujours le temps que ça se développe, que les petites graines qu'on sème un peu partout se poussent et petit à petit sortent. Donc, mais peut-être que je serais amené à quelque temps à m'impliquer beaucoup plus. Ouais. Ok, je vois. Mais donc oui, donc t'as des animations à l'entreprise aujourd'hui? J'ai des animations. J'ai des journées, j'ai des demi-journées. En général, c'est des demi-journées où j'anime. Je suis plutôt géographiquement, de par ma géographie, je suis plutôt sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà. Okay. Rien n'est exclu. Top. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Marc. J'aurais quelques petites dernières questions pour toi. Déjà, pour commencer, est-ce que tu aurais une ressource à partager à l'ensemble de l'audience d'IFTTD, que ce soit un livre, une vidéo, une chaîne YouTube? Alors, on a parlé des livres tout à l'heure au début. Est-ce qu'il y a un contenu, un film peut-être tech ou de non-tech que tu aurais envie comme ça de partager à tout le monde? Ouais. Attends. Je pense. Voilà. Alors. Il y a une vidéo que j'ai vraiment trouvé passionnante. C'est une vidéo qui s'appelle sur YouTube, elle s'appelle The Art of Code. J'ai aussi partagé sur LinkedIn et c'est fait par une personne qui s'appelle Dylan Beatty et qui montre en fait toutes les choses absolument incroyables, artistiques même, qu'on peut faire avec de la programmation. Voilà. Tu retrouveras le lien facilement sur YouTube. Ouais, je retrouvais le lien effectivement sur YouTube. On le mettra en description de l'épisode, bien évidemment. Pour terminer, j'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Allez, tabulation. Tabulation. Alors, comme le disait Cédric dans le chat, est-ce que tu es plutôt espace, tabulation ou planche de bois de 10 cm de long avec encoche? Voilà. Moi, mes indentations, c'est des indentations de 2 cm avec une encoche triangulaire, donc sur des coupeuses laser. Donc voilà, c'est ma tabulation, quoi. Bon, bah, du coup, alors, tu perturbes complètement mes stats, parce que moi, j'avais tabulation espace. Là, du coup, mon tableau, ça devient n'importe quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marc, pour cet échange. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'est très chouette, bel échange. Et puis, à bientôt, alors. Et alors, quelques petits remerciements. J'aimerais... ah bah non, tiens, j'ai pas le message, donc tant pis. Alors, merci à tous, en tout cas, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous allez vous ruer sur Code en Bois pour vous acheter un exemplaire et le mettre sous le sapin pour votre entourage.
Effectivement, comme le dit Cédric, ça donne le sourire. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors, je vous rassure, il y a encore plein d'épisodes qui sont prévus. FTTD ne s'arrête pas. Il y a même 2 enregistrements qui sont prévus. Donc, venez vous inscrire sur les différentes chaînes YouTube et Twitch, TikTok ou autres pour assister au live des différents enregistrements qui arrivent. Si vous écoutez ce podcast en replay, c'est donc la fin de l'épisode. Pour ceux qui sont en live, on va rester en ligne encore quelques minutes avec Marc si vous avez encore quelques questions. Sinon, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.